sommes ravis de vous retrouver pour ce 3e webinaire organisé par l'ADN Data. L'ADN Data, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme de prospection associée aux médias l'ADN. Chez l'ADN Data, nous recensons les contacts qualifiés de plus de 280 000 décideurs, dont dedans plus de 20 000 annonceurs. D'accord, ça c'est bien, une base de données, mais ce que nous faisons, surtout notre mission première, c'est de mettre en contact des agences avec des annonceurs. Alors, pour créer du contact, rentrer en conversation, il faut d'abord se connaître, se comprendre. Et c'est tout l'objectif de ces webinaires que nous organisons désormais chaque trimestre à l'ADN Data pour mieux apprendre à comprendre l'écosystème des agences de communication. Moi, je m'appelle Marine, je suis la directrice communication de l'ADN Data, de la communication encore, me direz-vous, et je suis ravie d'animer cette conversation aujourd'hui autour des enjeux féminisme, écologie, RSE au cœur de la vie des agences. Nous avons fait un choix, celui de donner la parole à des dirigeants qui ont fait de leur raison d'être, de l'impact, vraiment le centre de leur mission d'agence. J'accueille d'abord Thomas Parouti, le fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Marine. Bonjour Thomas. Clarence Edgar Rosa, fondatrice de Gaz Studio et de Gaz Magazine. Bonjour Gaze Studio et Gaze Magazine, mais pas de problème, merci beaucoup de m'accueillir. Et Céline Picoré, associée chez The Good Company. Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup. On va commencer avec Clarence. Alors, Gaze Studio est né en 2020. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est en fait le déclic que tu as pour choisir de monter cette agence? Alors, je le dis, cette agence a un modèle un peu particulier puisque elle aussi est associée à un média. Il y a donc Gaze Studio et Gaze Magazine. Quel est ton déclic et surtout, pourquoi traduis-tu ainsi les engagements féministes qui, si je le crois, ont jalonné en réalité toute ta carrière? Merci beaucoup pour cette question. Bah oui, en effet, moi je suis journaliste spécialiste des questions de droits des femmes, des questions féministes. Donc j'ai vraiment travaillé toute ma carrière autour de ces sujets-là. Et puis du coup, j'ai voulu monter Gaze en 2020. Alors ça fait suite à des expériences professionnelles diverses. J'ai travaillé dans différents médias indépendants, des grands médias aussi. Et puis j'ai été rédac chef digital d'un grand féminin. Une expérience qui m'a montré en fait les limites de ce que moi j'étais capable d'accepter dans ma vie professionnelle aussi, ce qui me convenait moins. Et j'ai eu envie et besoin vraiment de mettre mes valeurs qui sont pour moi vraiment essentielles au centre de mon activité professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai imaginé Gaze en tant que projet. Alors effectivement, c'est un magazine, donc c'est une revue semestrielle. Donc on sort 2 numéros par an, une revue féministe et artistique qui s'intéresse au regard féminin. Donc notre point de départ, c'est vraiment de mettre en valeur la multiplicité, la pluralité des approches, des regards, des pensées des femmes et des personnes non binaires. Au démarrage, quand j'ai monté ce magazine, j'étais absolument persuadée que j'allais devoir me justifier vraiment continuellement justement sur cette idée de discrimination positive, c'est-à-dire de mettre en valeur que des femmes et des personnes non binaires dans nos pages. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était pas le cas. Et je pense que ça vient du fait que c'était un momentum dans lequel il était possible d'avoir ce type de discours et de le défendre. C'était un moment où c'était enfin entendable. Et puis le modèle, c'était vraiment d'avoir cette revue d'une part et l'agence de l'autre côté. Donc Gaze Studio, c'est une agence qui aide ses clients et ses partenaires à s'adresser à toutes les femmes. Donc notre mission, c'est vraiment d'aider les marques avec lesquelles on travaille à avoir un discours aussi bien en interne qu'en externe, donc aussi bien d'un point de vue interne RH que sur le plan marketing com, qui permettent de s'adresser effectivement à toutes les femmes d'une façon qui soit fine, qui soit en lien avec les vrais enjeux qu'elles rencontrent, et puis et qui soit évidemment, du coup, c'est une forme de marketing féministe, je pense, qui soit inclusive, mais pas que dans les représentations, parce qu'il y a beaucoup ce biais-là, je trouve en ce moment de plus en plus, mais vraiment profondément dans le discours et à la fois dans les actes et dans les mots. Donc l'idée, c'est en effet d'avoir un modèle double, et c'est les mêmes équipes qui travaillent sur les 2 projets. Et je pense que c'est ça qui fait aussi notre richesse. Tu as parlé de momentum. Thomas, il y a 15 ans que tu as fondé Mieux. Bon anniversaire demain, Thomas. C'est demain, ouais. Bon anniversaire. En 15 ans, qu'est-ce qui a changé? Et puis, tu sais, quand j'ai préparé ce webinaire, tu m'as dit, mais Marine, l'engagement, c'est une question de survie. Alors, la survie pour qui? La survie pour les agences, pour les annonceurs, pour le monde qui nous entoure. Explique-nous un peu, toi, le momentum qui a été le tien, et puis aujourd'hui, comment ça se traduit? Alors j'ai envie de dire que en fait les infos sur le dérèglement climatique, on les a depuis très longtemps.
La première COP, qui à l'époque s'appelait la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, elle a eu lieu le 5 juin 72. Moi, je suis né le lendemain. C'était à Stockholm. Alors, je suis pas né à Stockholm, je suis né à Brive-la-Gaillarde. Donc, globalement, ça fait plus de 50 ans qu'on a les infos. Greenpeace a été créé en 71, WWF à peu près à cette période-là. Le rapport Meadows, c'est 72 aussi. Globalement, les infos, on les a depuis longtemps. Après, on a vu que ça commençait à devenir un sujet pour les entreprises dans les années 2000. Moi, j'ai commencé à bosser sur des sujets comme ça en 2005-2006, à rentrer dans une association qui s'appelle Entreprendre Vert, où j'organisais des conférences assez souvent. Voilà. Mais en 2009, je me suis dit, il faut absolument une agence qui soit experte de ces sujets pour éviter que les entreprises racontent n'importe quoi, pour les aider à accélérer, à être plus pertinentes avec des mots de communicants, de marketeurs, pour accélérer tout ça. Voilà. Et donc, depuis 15 ans, mon job, ma mission, c'est vraiment d'accélérer la transition chez nos clients marques entreprises. Après, on le fait aussi certainement différemment. On a essayé de construire une agence très différente. Alors, il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes, mais dans la com et la RSE, il y a beaucoup de femmes, donc c'est pas très compliqué. C'est une agence où tout le monde a une expertise assez élevée. L'agence elle-même est très engagée. On est labellisé Positive Company 3 étoiles, Great Place to Work, etc. Donc voilà, depuis 15 ans, notre job, c'est vraiment de valoriser la strate RSE des entreprises. Au cours des dernières années, l'évolution qu'on a vue, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on travaille de plus en plus sur la RSM. La RSM, c'est la responsabilité sociétale de la marque. C'est-à-dire que c'est la marque qui commence à embarquer des éléments de durabilité, de responsabilité. Donc, un produit qui va être plus circulaire, un produit qui va être plus dans l'usage que dans l'achat, la propriété, donc tout ce qui est économie de la fonctionnalité, plus de local, plus des produits décarbonés, qui est un grand sujet très large. Mais voilà, donc la transformation qu'on a vue en 15 ans, il y avait une RSE un peu éco-geste il y a 15 ans. On s'occupait un peu du bâtiment, de la consommation d'eau et d'énergie. On commençait à mettre des flottes électriques un peu hybrides ou presque électriques. On faisait des éco-gestes dans les bureaux. C'était un peu classique. Là, on rentre dans le dur. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on y va enfin. Voilà, nous, on est en train de lancer un produit d'hygiène à reconstituer dans plusieurs pays, dans des réseaux de pharmacie. Il y a de plus en plus de produits recyclés qui arrivent dans les produits qu'on est en train de promouvoir. Donc ça, c'est la grande évolution qu'on a vue, avec des gens qui connaissent le sujet en face de nous, une professionnalisation des directions RSE qui est très forte, avec des gens qui viennent d'autres métiers parfois, mais qui ont ce professionnalisme très élevé qu'ils avaient dans leur métier précédent et qu'on retrouve aujourd'hui dans leur approche de la RSE. Et après, quand tu me poses la question de survie, évidemment que c'est une question de survie de l'espèce humaine et c'est une question de survie de l'économie. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit qu'à 2 degrés, le PIB décroît de 50%. Ça suffit comme chiffre, hein. Décroissance du PIB de 50%. Alors ce vieil indicateur de la crise de 29 est certainement plus pertinent, mais globalement, c'est une question de survie, moi personnelle, c'est-à-dire que j'ai une telle éco-anxiété que évidemment que je suis obligé d'être hyper actif. Ce que je suis, je pars un peu dans tous les sens, je fais plein de trucs, mais voilà, il faut que tous les gens qui ont conscience qu'il y a un dérèglement qui est en train de se rapprocher de plus en plus fort, on le voit, hein, il a plu depuis 3 mois, les gens disent, enfin, le constatent tous les ans, on voit les inondations, on voit tous les phénomènes climatiques, on voit aussi qu'il y a une crise sociale en France, il y a une crise sociale internationale. Donc oui, c'est une question de survie. Il faut vite penser différemment et il faut vite construire aussi de nouveaux imaginaires et faire rêver de façon différente. Mais on y reviendra sûrement. Bien sûr qu'on y reviendra sur l'imaginaire et ce que peut permettre la communication. Céline, l'histoire de votre agence, elle est très originale aussi. Tu as parlé d'agences différentes. Chez vous, ce sont 50 personnes que vous êtes allé chercher dans les grands groupes, ceux qu'on connaît comme les leaders un peu de la publicité et qui ont eu à un moment donné une révélation. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Quelle est l'histoire de The Good Company? Comment vous êtes différenciant? Et puis surtout, comment vous faites pour lutter contre le good advertising? C'est-à-dire pour ces concurrents qui peut-être vont aller chercher de l'engagement en supplément, mais qui n'est pas au cœur de leur raison d'être. Raconte-nous. Alors, l'agence a été fondée en 2019 par plusieurs associés qui étaient issus de grands groupes ou de grandes agences indépendantes connues. Je pense que, comme mes camarades, il y avait une volonté de faire différemment, d'avoir de l'impact, mais aussi d'être en bonne compagnie.
Et c'est vrai qu'on est dans un secteur, la publicité, qu'on connaît pour ses travers, et on avait envie de travailler avec des gens qu'on aime, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont du sens, enfin qui cherchent du sens dans leur travail. Et on s'est dit, on pourrait changer tous de métier, le faire ailleurs. Moi, par exemple, qui suis plutôt sur le back office, je m'étais dit je vais arrêter ce secteur. Et puis en fait, on aime ce secteur, mais on a envie de le faire différemment. Et c'est pour ça qu'on a monté l'agence. Aujourd'hui, notre différenciation par rapport à nos concurrents, c'est nos engagements, avec des preuves d'engagement qu'on pourra développer par la suite. Mais c'est pas que des grandes paroles et des grandes philosophies, c'est agir et avoir de l'impact. Voilà. Et alors, ces preuves, justement, quand on a préparé cette discussion, tu m'as dit, mais pour moi, la différence, c'est que nous avons des preuves. Et ce que l'on dit à nos clients, c'est aussi ce que l'on fait en interne. On a compris vite fait avec Thomas que finalement, dans ton agence, il y avait beaucoup de femmes aussi. Chez Gay Studio, évidemment, ça va sans dire. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place en interne en termes de RSE pour aller plus loin que juste une parole portée sur l'engagement? La première chose qu'on a faite en créant l'agence, c'est déjà de donner 1% de notre chiffre d'affaires pour des associations environnementales. Donc, aujourd'hui, quand on a un actionnaire de l'autre côté de l'Atlantique, je pense qu'il n'est pas très enclin à donner 1% de son chiffre d'affaires à des associations qui vont être sur le terrain et qui vont agir pour le changement. C'est également s'engager dans la gouvernance de l'agence. Aujourd'hui, 20% de notre agence appartient à nos salariés. Nous sommes tous actionnaires de la société. Il n'y a pas d'actionnaire extérieur. Donc, il y a aussi la volonté de distribuer la richesse différemment. Donc, se dire qu'il y a un dividende prioritaire qui tombe pour ces associés-là avant les autres associés. Voilà, pour nous, c'est ça les vrais points marquants de l'agence. C'est aussi travailler avec non pas avec des associations, mais aussi avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on s'est mis un certain nombre d'objectifs qui sont cadrés qui sont régis par notre cadre de société à mission. Donc voilà, on a un comité à mission avec des gens qui viennent nous auditer, on a des organismes tiers qui viennent contrôler ce que l'on fait. Voilà, c'est ça l'épreuve chez The Good Company. Bravo. Clarence, un alignement entre communication externe et communication interne, c'est aussi ce que tu as à cœur de proposer à tes clients chez Gay Studio. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire comment tu fais pour créer ce que tu appelles des moments d'inspiration ? Pas de la formation, mais des moments d'inspiration au sein des entreprises, et comment ces moments-là permettent d'éveiller les consciences collectives à des sujets qui évidemment nous impactent tous. Mais je rejoins vraiment, je suis très, très alignée avec ce qui a été dit précédemment. Et en effet, pour moi, il y a vraiment une idée de consistance. Alors du coup, ça veut dire, nous, en interne, réfléchir à comment on fait les choses, mais ça veut aussi dire pour nos clients et nos partenaires, en effet, de leur proposer une approche un peu à 360 en leur faisant comprendre qu'en effet, la communication, le marketing, les campagnes créatives autour de leurs produits et de leurs marques, c'est important de les faire avec une exigence d'inclusivité, avec un discours qui est empouvoirant et qui n'est pas pétri de stéréotypes. Mais c'est aussi très important que ça se reflète à l'intérieur. Et en effet, je pense que parler à toutes les femmes, notre mission, c'est intéressant de le voir sur la manière dont ça peut rejaillir sur à la fois leurs cibles, mais aussi les femmes et les talents qui sont en interne chez eux. Donc en effet, on propose des expériences de sensibilisation. Donc par exemple, on fait des talks, des programmes de conférences, on fait venir des expertes sur des sujets qui sont liés à l'inclusion, diversité, aux questions particulièrement de stéréotypes sexistes, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et on propose vraiment toujours des sujets, la façon dont on les aborde, c'est toujours avec une volonté de rendre les sujets hyper concernants. Nous, on pense que ces sujets-là, en interne, les personnes qui s'y intéressent sont quand même tout le temps les mêmes. Et c'est ceux et celles qui sont déjà très aguerris à la question. Or, du coup, la vraie transformation, elle vient du fait d'arriver à inclure tout le monde et à permettre à tout le monde de considérer que c'est des sujets qui les concernent. Donc, on a vraiment cette approche, et une de nos marottes aussi, c'est la pop culture sur laquelle on s'appuie énormément parce qu'on trouve que c'est vraiment un très très bon support et un terrain de jeu exceptionnel, vraiment sans limite, sur lequel s'appuyer pour rendre un discours vraiment justement concernant et ne pas en faire aussi un sujet qui soit culpabilisant.
Je trouve que les questions de lutte contre le On fait un débat sur Barbie ou pas? J'ai détesté. Ouais, je suis d'accord. C'est une très longue pub, donc voilà. Mais il y a des débats chez Gaze, par exemple, donc je suis vraiment ouverte à l'altérité sur la question de Barbie. Mais voilà, en tout cas, le sujet nous intéresse beaucoup de le traiter d'une manière globale comme ça et à 360. Et c'est aussi pour nous hyper intéressant, les clients et clientes avec lesquels on travaille sur ces deux volets-là, l'externe et l'interne. On se rend compte qu'on a une approche beaucoup plus riche avec eux parce qu'en fait, on comprend vraiment très finement leurs enjeux d'entreprise, leurs enjeux de marque et on connaît aussi mieux les personnes qui font en interne. Donc, ça rend une collaboration qui est infiniment plus riche. Puis je pense que ce soit chez Mio, chez Gaze ou chez The Good Company, nos propres salariés sont nos ambassadeurs. Et c'est eux qui diffusent après auprès de leur famille, auprès de leurs amis, dans la société. Donc, c'est aussi un devoir de sensibilisation, d'éducation. Et je trouve que c'est hyper intéressant de bien s'occuper de l'interne pour que ça rayonne bien, en fait. Il y a un travail un peu d'introspection au départ sur l'agence, c'est-à-dire que si on fait une agence qui ressemble à toutes les autres agences, en fait, on va produire la même matière. Et en fait, il faut qu'on produise quelque chose de très différent, qu'on n'ait pas peur de parler de sobriété, qu'on n'ait pas peur de parler d'écart de salaire entre les plus hauts salaires et les plus petits salaires à l'agence. Parce que dans les agences, ça doit être du x5, x10, beaucoup plus. Voilà, nous, on est à x3. Mais c'est la sobriété, on n'a pas besoin de gagner 10 000 balles ou 15 000 balles par mois pour être riche. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'abord sur la boîte, sur ce que je veux. Est-ce que je fais ce métier parce que je l'aime profondément? Parce que je sais rien faire d'autre, moi, en l'occurrence. Bah, nous non plus. Ouais. À part avoir des idées sur des slides PowerPoint, le reste, pas trop. Et donc, nous, en fait, la raison d'être, c'est accélérer la transition sociale et environnementale par un nouveau modèle d'agence engagée, experte, agile, créative et heureuse. Et la qualité de vie, enfin moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir des stagiaires arriver un peu perdus, ils aiment la RSE, ils s'y intéressent et tout. 6 mois après, ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont debout, ils sont fiers de ce qu'ils font et ils savent où ils vont, quoi. Et il y a plein d'anciens stagiaires qui ont des super jobs. Donc voilà, c'est moi mon kiff, c'est de voir que les gens s'épanouissent. Et le premier objectif de la boîte, c'est l'émancipation de chacun, individuel, collectif et même de personnes qui ont plus d'expérience que les jeunes stagiaires. Et ce qui est intéressant chez chacun de vous, c'est effectivement ce qui m'a frappé quand je vous ai rencontré, c'est la force de ce why qui émane vraiment de vos propos et c'est extrêmement engageant même pour les autres. D'ailleurs, je crois qu'aucun de vous n'a de problème de recrutement. C'est pas la peine qu'on pose une candidature, c'est mort. Mais surtout, vous accompagnez les marques plus loin, vous accompagnez les entreprises plus loin. Thomas, bien sûr, vous suivez des indicateurs en interne, mais je crois que tu es même à l'origine d'EcoScore pour tes clients et que parfois tu vas plus loin en les accompagnant dans la conception même des produits pour rentrer tous ces engagements de RSE, de responsabilité au départ en fait. Tu nous expliques ce glissement, comment d'une agence de communication, tu deviens presque un consultant 360 en RSE, le terme est mal choisi, mais c'est une approche. C'est de l'inno et du marketing, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, de la communication, on est passé de plus en plus sur les nouveaux imaginaires, à casser les formats. Là, la semaine dernière, on a enregistré des podcasts pour PhotoWeb, qui est une super marque. Ils sortent de la CEC, ils se sont fait retourner le cerveau, ils sont à bloc. Ils nous parlent de décroissance volumique et tout. Enfin, une marque qui sait exactement ce qu'ils veulent faire et les origines. Donc, on a repositionné la marque et on a lancé des podcasts il n'y a pas très longtemps avec 2 petits héros qui, à un moment, se baladent dans la forêt, ils ramassent des déchets, mais c'est pas un truc sur l'écologie et l'environnement et la protection de l'environnement. C'est un truc où il y a des héros qui boivent plutôt dans une gourde que dans une bouteille en plastique. Donc, on casse un peu les formats, on invente on fait des documentaires, enfin, on fait plein on essaie de sortir un peu de la strate de com classique. Je refais le site internet, je fais un film manifesto avec la belle musique classique, je fais une stratégie Insta, etc. Donc, on essaie de sortir de ça. Et après, le problème, c'est que quand on regarde le portefeuille produit, il y a des trucs qui vont pas. Et donc, moi, mon combat des prochaines années, c'est vraiment d'être en capacité d'identifier le chiffre d'affaires durable, le chiffre d'affaires climaticide, je l'appelle comme ça, après il peut y avoir d'autres noms, pour basculer le plus vite possible, pour renoncer, et toutes les entreprises qui ont arrêté leur chiffre d'affaires climaticide, elles ont eu des bénéfices en termes de notoriété, d'image, de réputation. Aujourd'hui, Mustela is the new Patagonia. Tout le monde sait que Mustela va arrêter 22% de son chiffre d'affaires en 2027 sur les lingettes qu'on ne peut pas recycler. Et tout le monde dit, Mustela, ils sont trop forts. Alors, c'est peut-être un peu dans le petit monde de la com et de la RSE. Et
C'est vrai que sur LinkedIn, on en parle peut-être un peu plus que sur Facebook ou sur Skyblog. Skyblog qui n'existe plus, je crois. C'est fini C'est Skyblog. Mais donc, du coup, quand on analyse le chiffre d'affaires, on voit bien qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc, nous, notre enjeu, c'est d'aller plus loin. Et donc, il y a plusieurs solutions, plusieurs approches, mais l'objectif, c'est vraiment d'identifier ce chiffre d'affaires. On travaille, on crée des éco-scores, on apporte des solutions, on a créé des marques reconditionnées de la première marque, on s'appuie sur des expertises. Typiquement, il y a des gens qui connaissent très bien la circularité, des gens qui connaissent bien l'économie de la fonctionnalité. Il y a la super expérience qui a eu lieu sur Decathlon Belgique avec WePlay Circular. Et après, quand il faut analyser 1000 produits ou 5000 produits de notre marque, enfin de notre client, et 10 000 produits concurrents, ben on n'a pas la capacité intellectuelle de le faire et les tableaux Excel. Donc là, on s'appuie sur l'IA pour analyser un peu les rapports de durabilité qui vont sortir bientôt et tout ce qui est CSRD. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réglementation européenne qui va obliger les entreprises à publier énormément de chiffres. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont obligées de publier pour l'Europe dans différentes bases de données les analyses de cycle de vie de leurs produits, le poids carbone de leurs produits, les origines de leurs matières premières, etc. Donc là, avec l'IA, on peut scroller tout ça et analyser et voir ce qu'il y a de bien. Donc on peut demander à l'IA quel est le meilleur produit ou le plus respectueux de l'environnement entre le produit A, B, C, et on peut en mettre 5000 comme ça. Donc on est force de proposition là-dessus. Donc là, on est en train d'annoncer une nouvelle offre qui va s'appeler Maintenant et qui va travailler justement sur l'INO pour y aller tout de suite maintenant. Voilà, ça devient obligatoire. Céline, tu voulais rajouter quelque chose sur un accompagnement 360 comme ça des marques? Non, c'était plutôt en me disant que dès l'origine, quand on nous appelle pour faire de la publicité, c'est aussi de voir en interne si on a envie de le faire ou pas, si ce qu'ils nous racontent, c'est pas du greenwashing. Donc, il y a déjà un premier filtre qui est, on appelle The Good Company pour se donner une garantie que c'est bien good. Donc là, déjà, il y a un premier filtre de la part de l'agence. Ensuite, en interne, il y a aussi des gens, là, par exemple, on nous avait appelé pour des jeux d'argent. C'est quand même des budgets qui sont très conséquents en publicité, contre la visibilité, sur lesquels on peut faire de la création et obtenir des prix. Et en fait, en interne, personne n'avait envie de travailler sur des jeux d'argent et pousser les gens à aller dépenser et avoir des addictions par rapport aux jeux d'argent. Donc voilà, c'est dès le départ, quand les annonceurs nous appellent, c'est déjà de distinguer ceux qui viennent pour une volonté de changement sincère ou ceux qui souhaitent faire du greenwashing. Et voilà. Et ça, on le fait collectivement. Et ça donne du sens aussi à l'agence. Et les gens se sentent impliqués. Et quand on choisit de travailler pour Upcop, par exemple, c'est pas la même chose que de travailler pour Coca-Cola. Voilà. En fait, c'est la question que je voulais vous poser à vous, c'est comment vous faites? Est-ce que vous filtrez vos clients parfois? C'est-à-dire parce qu'on a parlé du good advertising, mais il y a aussi ces annonceurs, vous savez, qui ont envie de monter une petite campagne et de rajouter, une pincette d'engagement, une pincette de féminisme. Plein d'exemples là. Voilà. Donc, je pense que tout le monde voit très bien ça. Comment vous faites, soit peut-être pour les accompagner vers une communication honnêtement responsable, parce qu'il y a aussi une éducation, comme vous l'avez évoqué. Donc, peut-être que, d'accord, tu es arrivé en voulant être écolo juste un petit coup, mais peut-être que je peux t'accompagner plus loin. Comment vous faites, vous, pour opérer cette transformation chez eux? Est-ce que c'est du choix de sujet? Est-ce que c'est du choix de client? Quels sont un peu les dispositifs que vous avez mis en interne? Tu nous as parlé, Céline, de ces vétos peut-être, si on peut dire ça, des vétos qui existent. Comment ça se passe en fait quand un client arrive? À mission, on s'est coupé d'un certain nombre de secteurs d'activité, comme les énergies fossiles, la pornographie. Donc, ça paraît idiot, mais il y a quand même des agences qui gagnent des prix à Cannes avec des secteurs comme la pornographie. C'est se couper de l'armement, c'est se couper des jeux d'argent, du tabac, par exemple. Donc là encore, ce sont des secteurs sur lesquels on va pas du tout. Et puis ensuite, il y a des clients sur lesquels on va, type LVMH, mais c'est pas pour leur proposer de faire des sacs à main à 50 000 €. C'est plutôt de les aider dans leur campagne de diversité et d'inclusion, tout ce qui est communication interne, communication externe, de prendre la parole sur des sujets, de les accompagner au changement justement vis-à-vis ou bien de leur recrutement ou bien des plus jeunes, des quartiers sensibles qui veulent travailler mais qui ne connaissent pas les métiers de l'excellence d'LVMH par exemple. Donc voilà, c'est ce type de profil de choix que l'on fait en interne pour aller vers des clients qui font pas forcément du greenwashing. Voilà. Clarence, chez toi, est-ce qu'il y a aussi ce choix de client ou peut-être plutôt ce choix de sujet en interne?
Alors, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur le fait de pouvoir émettre des vétos individuellement ou collectivement, parce que ça permet de définir aussi qui on est en tant qu'agence. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Nous, ça nous est pas encore arrivé d'être face à des clients ou clientes pour lesquels on sentait qu'il y avait vraiment une absence d'authenticité dans la demande. Ça nous arrive davantage en tant que média, en tant que magazine, ce qui est pas étonnant, parce qu'en fait, c'est finalement juste l'adoubement un petit peu et l'étiquette Gaze Magazine qui a été souhaitée, et pas le savoir-faire, ni les idées créatives, ni stratégiques. Donc là, nous, on fait des choix aussi, assez simples à faire. Hein, pour le coup, on a aucun mal à dire non. En tant qu'agence, nous, ce qu'on fait, c'est que dans notre façon de travailler, dans notre approche, dans les concepts qu'on propose, dans l'accompagnement qu'on présente à nos clients, en fait, on a systématiquement une approche qui met vraiment la consistance et le sens au centre. Donc, en fait, si on sent qu'il n'y a pas d'alignement avec la personne en face, parce que le sens n'est pas central, ça va pas matcher tout simplement. Donc en fait, ça se dessine assez simplement. J'ai l'impression que pour l'instant, notre discours est clair sur l'authenticité de notre démarche, et que c'est peut-être ça qui fait que ça nous est pas arrivé pour l'instant. Donc je croise les doigts. Ça montre que peut-être notre discours est clair là-dessus. En tout cas, voilà, pour nous, c'est essentiel et on ne se compromettra pas là-dessus. Pour autant, nos projets en tant qu'agence sont pas des projets militants. On est capable de faire des choses qui sont parfaitement mainstream et pas militantes du tout. Néanmoins, dans le storytelling et dans le fond, c'est toujours très consistant sur la place des femmes, comment elles sont décrites, comment on s'adresse à elles, quel est le discours. Et là-dessus, on transige pas, mais c'est aussi pour ça qu'on vient nous chercher, quoi, je crois. Si CNews vient vous voir demain, vous acceptez ou pas? On a le droit de balancer ou pas? Je crois que la réponse n'est même pas nécessaire. Je m'abstiens. Okay. Non, parce qu'il y a des marques misogynes. C'est aussi qu'il faut s'adresser à un grand nombre, au plus grand nombre. Donc, c'est aussi accepter d'avoir des clients plus gros, mais qui ne sont pas forcément parfaits, mais qu'on va accompagner dans le changement. Absolument, mais nous, je trouve que créativement, c'est par ailleurs hyper intéressant. C'est presque le plus intéressant. Donc, je sais pas, par exemple, un de nos clients les plus anciens et fidèles, c'est Netflix, pour lequel on travaille beaucoup. On fait des campagnes créatives autour de séries. Et alors, il nous arrive de travailler sur des programmes qui sont vraiment très ouvertement et évidemment alignés avec nos valeurs. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est pas forcément l'idée. Et d'ailleurs, des arcs narratifs qui n'ont rien à voir. Mais on s'adresse à des femmes, donc c'est hyper intéressant pour nous d'arriver avec des discours et d'utiliser tous ces arcs narratifs pour créer des storytelling qui soient pleins de sens. Je trouve que si tu annonces Netflix, il faudrait quand même que tu nous parles un peu de cette campagne très très originale entre Netflix, le planning familial. Comme ça, on se dit le matching improbable. Non, vous l'avez fait. Non seulement vous l'avez fait à partir de la série Sex Education, et non seulement en ayant fait ça, vous avez réussi à faire doubler les appels du planning familial. Pourquoi je raconte ça? Je raconte ça pour deux choses. Pour la culture pop, c'est-à-dire comment aller sensibiliser des imaginaires, modifier les imaginaires aussi, mais rendre ça impactant avec un impact qui est mesurable. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça sur cette campagne qui est clairement vraiment marquante? Mais merci beaucoup et avec plaisir parce que c'est ma préférée depuis le début de Gay Studio, donc j'adore en parler. En effet, c'est la deuxième campagne créative qu'on faisait pour la série Sex Education, donc que vous connaissez sûrement, qui est une série britannique qui est terminée aujourd'hui. Qui parlait d'éducation à la sexualité notamment. Entre autres intrigues adolescentes et donc du coup il s'agissait de la dernière saison de la série et donc on s'est dit que ce qui pouvait être hyper impactant, c'est en fait de faire un passage de relais entre la série et le planning familial, qui est une institution française qui existe depuis 60 ans, qui œuvre sur le terrain partout en France pour justement les mêmes valeurs que la série, à savoir une éducation sexuelle populaire, pas forcément verticale, mais au contraire qui peut également être horizontale et très accessible. Et très ouverte et inclusive. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire entre les deux, et il se trouve que les écoutantes du planning familial dans les différentes antennes de l'Hexagone, en fait, ont l'habitude que les parents, mais aussi les ados, leur parlent de Sex Education, leur citent en fait la série comme étant une ressource, ce qui est génial et en même temps qui rappelle qu'on a un vrai problème à l'école où cette éducation sexuelle est malheureusement quasiment absente. Et donc voilà, on a imaginé en fait une immense campagne de
d'éducation à la sexualité populaire dans toute la France, qui s'est déployé à la fois avec une stratégie digitale. Donc, on a fait tout un tas de contenu avec des influenceurs, influenceuses. On est allé recueillir les questions d'ados, de jeunes adultes dans plusieurs villes de France, des questions qu'ils n'ont jamais osé poser parce que ne savent pas à qui s'adresser pour les poser. Et on y a répondu avec ces personnes-là, avec aussi une infirmière psy, sexothérapeute. Et puis, on a fait une campagne d'affichage qui s'est déployée dans tout l'Hexagone. Et c'était en effet la première fois que le planning familial, en 60 ans, avait en fait accès à une telle visibilité, puisque du coup, les subventions pour le planning baissent et que, en fait, le planning n'a jamais eu de campagne d'affichage à échelle nationale. Donc c'était super parce qu'en fait ces affiches elles étaient très simples en fait, elles montraient les questions écrites manuellement par les ados, jeunes adultes, donc des vraies questions de jeunes Français et Françaises, et on renvoyait vers le planning familial en disant que Sex Education c'est terminé, mais que le planning familial lui demeure. Et ce qui était génial, c'est qu'en effet c'était hyper mesurable. On a eu en effet une hausse vraiment très très importante du nombre d'appels, et surtout particulièrement auprès d'une cible qui utilise peu le téléphone pour ce genre de requêtes, qui était du coup notre cible, donc la Gen Z. Donc c'était génial et on a eu vraiment des retours super. On a gagné d'ailleurs le prix de Sérimania, qui est maintenant un prix dédié aux campagnes créatives marketing pour cette campagne. Donc on adore en tout cas quand c'est mesurable comme ça et quand il y a vraiment, merci beaucoup, et quand il y a vraiment, quand on peut mettre la créativité en fait et le discours au service vraiment d'un storytelling qui est hyper clair et qui a un impact sociétal mesurable. Et puis là j'ai l'impression que vous avez utilisé cette campagne-là, pas qu'à destination des femmes, parce qu'on associe souvent le planning familial. Ouais. Moi, j'ai un garçon et une fille, et c'est vrai que maintenant, les garçons et les filles, grâce notamment à cette campagne, connaissent l'existence du planning familial. Je trouve ça super. Je suis ravie. Ouais. Mais oui, en effet, souvent nos campagnes ne s'adressent pas d'ailleurs que aux femmes, hein, mais c'est juste que c'est notre point de départ. C'est voilà, tu le disais tout à l'heure, pour nous trois, je pense qu'effectivement nos valeurs sont vraiment plus que centrales. Enfin, en tout cas, nous à Gaze, c'est vraiment, je pense comme vous, c'est notre point de départ et c'est notre ligne d'arrivée. C'est vraiment le guide qui nous permet de penser créativement pour nos clients et nos partenaires. Donc, en effet, on a toujours ça à cœur et c'est le milieu de nos projets. Mais le but, c'est toujours d'avoir des concepts qui permettent de s'adresser à un plus grand nombre, parce que évidemment que c'est ça qui nous permet de changer, de transformer durablement une société. C'est d'éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin à des entre-soi. Alors, tu as abordé deux choses très intéressantes. D'une part, c'est l'appui d'un grand annonceur qui était Netflix dans ton cas et la nécessité finalement d'avoir ces personnes-là qui ont un impact et un pouvoir médiatique très fort. C'est une question pour vous deux maintenant. Vous travaillez vous deux avec des gros annonceurs. Peut-on en fait avoir une transformation vraiment des imaginaires collectifs? Peut-on avoir une transformation de la société sans ces gros budgets d'annonceurs, et comment les embarquer sur de l'engagement honnête et une vraie responsabilité? Comment vous faites? Thomas. On a besoin des grands annonceurs, mais on a besoin de tout le monde en fait. Et typiquement, avec The Good Company, on est présent à la CEC des nouveaux imaginaires. Il y a Netflix qui est présent. Il y a beaucoup de médias. Il y a Combini, il y a My Little Paris, donc il y a France Télé, M6, etc. Il y a des écoles de scénaristes. En fait, nous, communicants, sommes des raconteurs d'histoires. Et l'homme a besoin d'écouter des histoires. Je rappelle juste que communication, en latin, ça vient de communicare, hein, et c'est mettre en commun. Donc, en fait, cette culture qu'on a créée après la guerre, où on sort d'une guerre où il y a des résistants, et une culture ouvrière, une culture populaire, bourgeoise, catholique, etc. On a tout transformé, notamment de notre faute, nous, publicitaires, et on a créé une société de consommation. Et le samedi, tu fais quoi? Je vais aller faire du shopping. Tu as besoin d'un truc? Non, mais je vais bien trouver un truc à acheter. Voilà. Alors que le centre enfin la raison pour laquelle on vit, le bonheur, c'est les relations entre les gens. Donc, on a besoin de raconter des nouvelles histoires. On a besoin de créer une nouvelle culture. La pop culture, Barbie et d'autres, peuvent permettre de montrer. Peuvent vraiment envie d'en parler. Hein. Ah bah moi j'ai été hyper fan. J'y suis allé seul, un mec de 50 balais qui débarque au cinéma pour voir Barbie. Putain, limite il y avait des caméras sur moi en train de me fixer et tout comme ça. Donc tous les créateurs de contenu, que ce soit les marques, évidemment les agents qui travaillent pour les marques, les médias
Aujourd'hui, les influenceurs, quand on parle d'influenceurs, globalement, les jeunes Français vont dire c'est le mec à Dubaï, Marseillais, je sais pas quoi. Donc, c'est pas possible de se faire influencer par des gens qui ont arrêté l'école à 5 ans, quoi. Donc, il faut que nous tous participions. Donc, évidemment, les marques. Dans les initiatives, il y en a plein. L'Oréal a fait une campagne il n'y a pas très longtemps sur le droit à l'échec avec Eva Longoria, qui raconte qu'elle s'est plantée parfois. Et il y a son profil LinkedIn où on voit qu'elle n'a pas eu que des succès et tout. Il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut casser sur le sujet des femmes, ou plutôt de la masculinité et sa représentation à la publicité. Il y a Jules, il y a 3-4 ans, qui a fait, on peut en parler aussi. On va peut-être être d'accord, j'espère. Ouais. Non, mais il y a cette pub de Jules, elle casse un peu les codes habituels de la masculinité dans la publicité. D'habitude, l'homme, on le voit au volant d'une nouvelle voiture hyper fort, hyper costaud, musclé, et en plus, il peut dominer la nature et écraser un peu d'herbe, etc. C'est toujours un peu ça. Et là, en fait, on voit dans cette publicité parfois un couple avec un garçon qui est plus petit que la fille, un mec qui rentre qui a une bonne tête de loupard, qui rentre dans un kebab et il dit je vais prendre le végétarien. Et donc ça casse plusieurs codes, voilà. Et les marques ont besoin de raconter ça. Alors évidemment qu'il y a plein de trolls et de mecs qui ont réagi très mal sur cette publicité. Ouais, mais sauf que c'est vachement bien. Et moi j'ai regardé Jules ça crée un changement. Bien sûr, et j'ai regardé Jules de manière différente et je vois tout ce qu'ils font du coup, et ils font plein de trucs bien. Je travaille pas pour Jules, hein. Mais voilà, donc on a besoin de la puissance des marques, mais aussi des médias, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui le monde des journalistes est quand même assez sensibilisé. Il y a France Inter qui est parti un peu devant, mais là globalement il y a la météo climat. Alors, France Télé aurait dû faire ça depuis 20 ans, mais globalement ça avance. Céline, tu m'as dit un truc, tu m'as dit, nous, quand on s'est monté, certes, on voulait être engagé, mais on voulait être face aux meilleurs. On voulait, dans les compétitions, on voulait vraiment être considéré comme une très bonne agence de pub, indépendamment d'être une agence engagée. Quel est le rôle de la créativité, en fait, pour faire valoir l'engagement auprès des marques ? On sait aujourd'hui que la création, quand elle est bonne et qu'elle est simple et qu'elle est efficace, ça fonctionne. Ça fait notre objectif en tant que publicitaire, c'est aussi de promouvoir les marques. Et on a vu que parfois les campagnes les plus simples étaient aussi les meilleures. Et donc, grâce aux campagnes que l'on fait, on arrive aussi à gagner des prix. Donc, en fait, la démonstration de business for good is good for business, ça fonctionne. Donc, la société est pérenne, elle est rentable. Donc, on peut aussi se dire, on travaille pas qu'avec des associations, parce que c'est vrai qu'au début, on pouvait se dire, c'est facile d'aller vers Too Good To Go, Max Havelaar, aller vers des associations. Mais plus on va aller vers des annonceurs qui ont un impact avec des budgets importants, plus ça va diffuser la bonne parole. Et donc, pour avoir de l'impact, il faut s'adresser aux gros annonceurs. Donc, on peut pas se limiter à aller que sur des tout petits annonceurs qui sont déjà convaincus et qui font déjà les bonnes démarches. Il faut aussi être accompagné par des gros annonceurs qui ont envie de changer et qui vont pousser les autres à changer. Voilà, c'est ça. Pédagogique, exactement. En fait. Et avoir des campagnes où on gagne des prix EFI avec la Massif, par exemple, avec des mutuelles, avec les Vives, avec des Upcop, par exemple. C'est aussi montrer qu'on peut faire de l'ESS, gagner de l'argent, et c'est pas sale, et faire des choses bonnes, et avoir un impact positif sur la société, parce que c'est aussi notre rôle de faire ça. Il y a une sorte de fausse croyance dans le petit monde de la RSE où tu découvres le sujet de la transition, du dérèglement climatique, etc. Et donc, d'un seul coup, le communicant ou le publicitaire qui bossait chez BETC, d'un seul coup, veut bosser qu'avec des assos, qu'avec des produits hyper vertueux. Mais nous, pour travailler comme vous avec des marques bio, par exemple, en fait, on fait un bon boulot, on s'amuse bien, mais on les fait pas autant avancer que on va prendre d'autres entreprises plus classiques qui ont des modèles d'affaires qui fonctionnent bien depuis longtemps. Dans les médias pour voilà. Vraiment très donc si on bosse qu'avec des petites boîtes, en plus nos agences restent petites et on propose rien au marché, c'est-à-dire que voilà, on va dire tiens, il y a une petite agence qui fait son petit boulot, mais personne va vouloir envie de nous copier, alors que notre objectif, c'est qu'il y a un maximum d'agences qui ont envie de nous copier et qu'il y ait une sorte de révolution dans les grosses agences traditionnelles pour que les gens disent moi j'en ai marre de bosser pour vendre des produits de merde et faire 4 mars achetés, 5e offert, quoi. C'est très juste, et il y a aussi, je pense, une volonté avec ces grandes marques aussi de s'adresser à une cible ultra large, et je trouve ça particulièrement intéressant de travailler avec des marques et des institutions
qui sont vues comme prescriptrices en elles-mêmes, je veux dire. Je pense à Netflix, évidemment, enfin voilà, surtout auprès des jeunes, et ça c'est génial parce que du coup c'est un terrain de jeu extraordinaire en fait pour modifier la perception de certains sujets. Tu parlais des masculinités, mais c'est pareil pour 1 milliard de sujets qui sont liés au genre ou pas. Mais je pense aussi à un de nos autres clients qui est la maison Jean-Paul Gaultier, qui est une marque qui est très très prescriptrice sur ces sujets-là, très écoutée, regardée. Et ben c'est hyper intéressant justement comme matière de travail parce que ça nous permet d'avoir un impact hyper direct sur des personnes très nombreuses, quoi. Donc en effet, on a besoin d'avoir les deux, je pense, et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre. Et cette dernière question, elle sera pour vous trois. On l'a compris, vous êtes engagés, vous êtes même très engageants. Mais moi, j'ai une question sur la frontière entre engagement et militantisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque part une sorte de ligne rouge, ou plutôt, disons, une ligne verte à ne pas franchir pour rester une agence engagée et être businessable? Est-ce que vous êtes parfois trop militant dans vos discours? D'abord, êtes-vous militant? L'êtes-vous trop ou Dans pas? le militant, il y a combat. Donc oui, forcément, il y a une partie de nous, je pense. En tout cas, on n'a pas choisi ces profils d'agence par hasard. Après, il n'y a pas forcément qu'un combat. Il n'est pas forcément agressif. Enfin voilà. Donc oui, moi je pense qu'on est engagé et un peu militant, mais c'est aussi la diversité de l'agence. Nous, il y a des gens qui sont très engagés, très militants, et des gens qui le sont moins, mais pour autant partagent des valeurs communes. Donc militant un petit peu, oui aussi, je pense, mais pas. Voilà, c'est pas un combat agressif en tout cas. C'est un combat. L'équilibre se fait finalement dans Oui. les ressources humaines que tu as réussi à structurer autour. Ouais. Exactement. L'humain est très important dans vos agences, j'ai l'impression. C'est central. Ben ouais. On fabrique pas des bouteilles en verre. On a que des idées qui viennent du cerveau des gens. Donc oui, on gère des gens. Donc c'est important. Ouais. Faut pas se tromper dans les recrutements. Chez nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, tout le monde est aligné. Je pense que c'est le mot le plus important de ces années en ce moment, et c'est le plus difficile aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts et voilà. Et moi, c'est pas parfait. Et personne n'est parfait et on a un chemin de progrès. Alors après, quand on commence à arriver vers 3,54 tonnes de CO2 par an, on commence à être pas mal. Mais et donc il faut être aligné. Et forcément, nous, 2/3 des salariés sont végétariens, par exemple. Personne, enfin, les gens viennent en vélo, en transport. Bon, il y a 1 ou 2 personnes en voiture encore, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Ils gagnent 80% de leur temps en venant en voiture. Mais voilà, donc il faut être aligné, et que la boîte soit alignée, c'est un équilibre qui est assez fragile, notamment sur un sujet, un débat qui a eu lieu là sur avec qui je travaille, quoi. Est-ce que je refuse des clients? Nous, évidemment, on refuse des clients parce qu'on voit le greenwashing arriver. Il y a un truc qui est bien quand même, qui est un outil du monde de la RSE, qui est la matrice de matérialité. En fait, c'est où est-ce qu'il y a la pression. Il s'avère que ce matin, là, moi, j'étais dans un jury où on a regardé beaucoup de campagnes de presse. Et en fait, je vais prendre l'exemple qui est très connu, donc je vais pas balancer de nouveaux trucs, mais Crédit Mutuel qui fait une campagne pour dire ma carte bancaire est en plastique recyclé, avec des encres végétales, alors qu'ils continuaient à l'époque à financer les énergies fossiles. À un moment, il y a un problème. Nous, à un moment, il y a une marque de yaourt qui nous dit j'ai un pot en verre, je voudrais faire une campagne là-dessus. Quand on sait le rapport qu'ils ont aux éleveurs de vaches laitières, en fait, on dit le problème, ça c'est du greenwashing. En l'occurrence, il y a un sujet de proportionnalité. Un sujet, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que si je fais une campagne sur un petit sujet anecdotique pour dire regardez, je suis clean, alors qu'en fait, sur le reste de la chaîne de valeur ou à d'autres endroits, je suis dégueulasse, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment une façon de refuser. Et donc d'être aligné, et c'est vraiment très difficile. C'est un équilibre que nous on essaie d'avoir depuis 15 ans, mais on s'est forcément planté à certains moments. Et après, c'est facile de reprocher plein de trucs de nos boîtes. Hein. On a plein de clients qu'on adore. Il y a certains que j'ai cités, il y a d'autres qui sont des opérateurs de téléphonie. On pourrait reprocher la 5G, bientôt la 6G. Enfin, voilà, toutes les entreprises sont imparfaites. S'ils ont envie, s'il y a une vraie volonté sincère de changement, moi je trouve que c'est hyper intéressant de les accompagner. C'est beaucoup plus difficile d'accompagner un changement comme Monoprix que d'accompagner un changement de Hopcop qui sont déjà, de par leur ADN,
Oui, le challenge n'est pas du tout le le même. challenge n'est pas le même et la visibilité n'est pas la même. Donc, quand on entraîne des gros clients comme ça, les autres se disent ah bah eux ils y sont arrivés, bah nous aussi on va essayer de le faire. Et voilà, je trouve que c'est aussi cette sensibilisation, cette éducation qui va nous aider à avoir plus d'impact. Et pour répondre Militantisme et féminisme. Oui, vaste sujet que je suis amenée à me poser très très souvent. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vraiment la grille de lecture de tout ce qui me concerne. Donc en effet, je me pose beaucoup cette question-là. Moi, en tout cas, je suis féministe, c'est évident. Enfin voilà, je pense que c'est plus un gros mot depuis longtemps. J'ai d'ailleurs mon premier bouquin s'appelait Les gros mots. C'était un abécédaire du féminisme. À l'époque, c'était vraiment un gros mot. C'est 2016. On est très loin de ça. Je pense que c'est plus un gros mot pour personne. On est presque plus dans la tendance inverse où on voit des personnes, des agences, des marques, des personnes individuelles s'approprier cette étiquette-là avec opportuniste. Donc ça veut dire quand même qu'on est passé à une étape d'après qui est intéressante aussi. Ouais, c'est enviable en tout cas. Mais en tout cas pour répondre à ta question, moi je crois aussi que ce qui nous lie beaucoup dans l'équipe de Gaze, c'est effectivement notre alignement avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont centrales, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans notre approche créative, dans notre approche d'entreprise. Mais je pense que ce qui caractérise une agence, enfin l'intelligence d'une agence, en tout cas une agence qui est forte pour moi, ça va être la capacité à mettre l'expertise au cœur de la pensée, mais pas le militantisme. C'est-à-dire qu'en fait, de l'expertise vont découler des bons projets, vont découler des bonnes idées, parce qu'en fait, on connaît finement notre sujet, on connaît finement, voilà, les applications concrètes que la question de la diversité, de l'inclusion, de l'empouvoirment peuvent avoir dans la vie des vraies femmes aujourd'hui. Et donc du coup, cette connaissance, cette expertise fine, c'est celle-là qui doit nous permettre, en fait, je pense, d'être une bonne agence. Et je le vois pour les agences qui sont spécialisées dans d'autres domaines que le mien. Là, j'en ai deux autour de moi aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ça qui va faire la force d'une bonne agence, c'est mettre l'expertise au bon endroit. Et le militantisme, finalement, il va davantage qualifier les personnes individuelles au sein des institutions, des entreprises, des marques, des agences, que l'agence en tant que telle, je crois. C'est une très belle conclusion, mettre l'expertise au bon endroit et bien recruter avec des gens alignés. Je vais maintenant laisser la parole aux gens qui nous ont regardés, qui ont été vraiment passionnés par ce débat et qui ont des questions à vous poser, si vous le permettez. Alors, oui, une question un peu, voilà. Est-ce qu'il existe des prix pour féliciter les agences réellement engagées? Des prix, je pense que ce sont des compétitions. Je pense que la personne parle de compétition. Est-ce qu'il y a des compétitions publicitaires dédiées aux agences engagées? À ma connaissance, mais en revanche, j'ai l'impression il y a le prix Strat. Oui, il y a le prix Strat de la communication d'engagement. Oui. Donc ça, c'est un prix d'agence. En fait, des catégories qui sont dédiées au marketing. Avec des campagnes que l'on aurait produites. Et voilà. Et The Good Company est au palmarès chaque année. Nous, un peu moins. Donc ça, c'est un prix de communicants. Je crois qu'il y a un truc à Cannes aussi. Et après, en fait, avec Great Place to Work. C'est ça. Et après, on n'est pas forcément à la recherche de prix, en fait. Il faut comprendre ça. Même si les prix de com sont hyper importants et valorisants pour l'agence. Après, ce qu'on cherche, c'est une confirmation qu'on est sur la bonne direction. Et donc, il y a des labels ISO 26000, donc qui est la norme RSE, comme B Corp pour The Good Company, Positive Company pour l'agence Mieux, qui est un label français, qui valide, un peu comme Great Place to Work, qui dit « Ok, vous avez fait plein d'efforts. » On est audité, on nous pose des questions, on donne des preuves, on donne un certain nombre d'éléments pour prouver qu'on est bien engagé et qu'on fait bien ce qu'on dit. Ouais. Et il y a le statut d'entreprise à mission aussi. Que vous avez. Le statut d'entreprise à mission qui est donc où on va modifier nos statuts d'entreprise. Le statut classique qui permet d'obtenir le CABIS, on va écrire ce qu'on fait pour le bien public, à quoi on sert en fait, quelle est notre raison sociale au sens originel du terme, pourquoi j'existe, pourquoi mieux The Good Company, Gaze existe. Donc ça, c'est vachement intéressant, c'est un statut, c'est écrit, et en fait, c'est une sorte de référence, table de la loi, c'est écrit au-dessus de la porte, ou en tout cas dans la tête de tous les gens de l'entreprise, et ça drive toutes les décisions. Oui, puis nous, les parties prenantes avec lesquelles on travaille, nous, dans notre comité à mission, il y a nos clients, nos partenaires, des gens avec qui on travaille. Un média, une ONG, un étudiant. Qui challenge sur nos objectifs, nos engagements. Et voilà. Et tous les 2 ans, on est audité par un OTI, un organisme tiers indépendant. Donc, c'est un peu des cabinets d'expertise comptable qui sont en train de se transformer et qui sont en train de vérifier tout ce qu'on raconte, puisque derrière les statuts, on a des objectifs statutaires et donc il y a des KPI derrière. C'est-à-dire, si je dis, je veux former les jeunes,
OK, j'ai fait combien d'interventions dans les écoles, Ouais, j'ai bien touché sûr. combien de jeunes, etc. Là Enfin, encore, tout la est place mesuré. des indicateurs. On nous dit qu'il y a plus d'agences qui se spécialisent sur les sujets environnementaux que sur les sujets sociétaux. Quel est votre ressenti, vous? Je pense qu'on peut intervenir différemment. Par exemple, mettre de la diversité dans les publicités. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très longtemps, on mettait pas de population issue de l'immigration dans les publicités. D'ailleurs, les gens ne s'y retrouvaient pas du tout. Et je pense que ça, c'est notre rôle aujourd'hui, de mettre une représentativité de la société à travers la publicité pour que les jeunes puissent se reconnaître. Mettre plus de femmes pour certaines tâches et pas que des femmes qui font le ménage ou qui ont des règles ou des hommes ou des hommes qui font des voilà, c'est ça, faire changer machines. aussi. Je pense que ça donc il y a ces stéréotypes qu'il faut casser évidemment. Ça quand même, en effet. Je pense que en effet, il y a plus d'agences qui peut-être se mettent ce sujet-là, ouais, sur la table. En effet. Après, la question de la diversité, notamment, puisque tu l'as cité, j'ai l'impression que c'est effectivement un peu compris pour tout le monde que c'est indispensable et essentiel. Après, tous ne savent pas comment le faire. C'est-à-dire qu'il suffit pas juste de mettre des personnes qui se ressemblent pas dans un casting pour avoir une pub qui est inclusive. Qui donne aucun sens, ouais. Voilà, c'est ça. C'est plus complexe que ça. Ça demande, je pense, quand même une réflexion qui est plus dense et plus profonde. Mais il y a encore des clients qui ne veulent pas. Enfin, nous, on a déjà eu des discussions avec des clients qui ne souhaitaient pas avoir au départ ah ben non, on comprend pas, notre cible c'est plutôt des blancs, CSP+, des hommes. Ben non, en fait, aujourd'hui les gens qui achètent tel et tel produit, c'est pas que ça. Donc il faut aussi représenter toute la société. Il y a un premier sujet qu'on aborde là qui est l'éco-socio-conception du film. Donc comment on va produire un film ou autre chose, mais en essayant de réduire le bilan carbone. L'impact sur l'environnement, etc. Et après, obligé d'aller à Hawaï pour tourner Ajax VC, par exemple. Voilà, la socio-conception, c'est-à-dire comment on respecte la diversité, la place du handicap, où on est quand même super nul. Hein. Je crois qu'il y a 0,3% de personnes handicapées sur les tournages en France, tout tournage compris. Donc ça, c'est le truc de base et 100% des agences devraient le faire. Après, il y a les sujets traités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, pour avoir fait 100 campagnes les 5 dernières années, je pense que 80%, enfin 60% des campagnes, c'est vraiment sur l'environnement. 35%, ça va être sur la RSE, donc global, et 5%, c'est sur le social. On vient de faire 2-3 films là sur la situation de handicap. Il y a la journée mondiale de la sclérose en plaques qui avait lieu la semaine dernière, donc on avait fait un film pour parler de ça, sur la place des travailleurs handicapés dans le milieu professionnel. Donc les sujets sociaux sont très peu traités, donnent pas envie, on n'a pas envie d'en parler, les citoyens pourtant, sont pas ça très peut être très intéressés créatif. alors que ça pourrait être vachement intéressant. Et en l'occurrence, les ONG, il y a pas mal d'assauts qui parlent de ce sujet-là, mais n'empêche que c'est triste à dire, mais le panda qui brûle en Australie au milieu des feux crée une émotion hyper forte. Et le sujet de l'environnement, on sait que c'est un bordel énorme qui est en train d'arriver. Les gens n'ont pas compris forcément le lien avec le social et avec le Zodiac qui est arrivé hier depuis l'Afrique et tout, et les gens veulent pas regarder. Donc pour les marques, c'est beaucoup plus difficile de parler de social que d'environnement. Donc oui, aujourd'hui, il y a pas mal d'agences qui... C'est peut-être votre prochaine étape finalement à tous les trois. J'ai l'impression quand même que ce qui ressort de ce qu'on a dit tous les trois, c'est quand même que ces sujets, parce que nous on a chacun une expertise, un terrain en particulier qu'on a choisi, mais de fait, choisissant ces sujets-là, on est forcément hyper intéressé par tous ceux qui en découlent et qui sont connexes. Donc tu l'as dit, les questions sociétales sont forcément importantes aussi pour vous en tant qu'agence, et nous aussi quand on pense une campagne créative. Alors évidemment, vous avez compris où était ma priorité et mon guide, mais bien entendu qu'on a aussi une pensée évidemment écologique sur nos projets, et c'est indispensable en fait, et je pense que ces sujets sont ultra transversaux, et les agences comme les nôtres, je pense, le montrent. On ne peut pas penser à l'un sans penser à l'autre. Je crois que c'est indispensable. Au-delà, moi, d'être féministe, je considère que la place de la femme est totalement essentielle, aussi pour des sujets environnementaux. C'est-à-dire qu'on voit bien que les femmes sont moins dans la recherche du profit court terme, moins de pollution. Elles sont les premières victimes du changement climatique. Elles sont aussi les premières Absolument. victimes. Donc, et d'ailleurs, on voit bien que quand une femme arrive comme DG dans une boîte, la sustainability devient un sujet hyper prioritaire, hyper stratégique, central et tout. Donc, ça donne aux plus jeunes. Hyper fan de Guest Studio. Et il faut que tu fasses de plus en plus de campagnes parce que ça va bénéficier aux sujets environnementaux, sachant que nous, on
fait parfois quelques petites campagnes sur le féminisme. Mais je t'appellerai quand on sera appelé sur la campagne créative de Barbie 2. Ouais. On fera un petit featuring. Avec grand plaisir. C'est une transition et une conclusion toute trouvée pour finalement exprimer ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de transition écologique, on ne peut pas faire de transition pour l'environnement sans penser la transition sociale. Merci à vous. Cet échange était passionnant. Je suis ravie. Je vous le rappelle, ce webinaire était organisé par l'ADN Data. Donc, l'ADN Data, c'est la base de prospection du média l'ADN, qui, vous le savez, lui aussi est extrêmement engagé sur toutes ces questions et sociales et écologiques en lien avec les mutations de notre époque. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, quant à moi, pour un nouveau webinaire sur une thématique, vous allez le voir, qui va vous plaire, qui est les régions Nouvelle Eldorado de la communication, le Sud Nouvelle Eldorado. Au revoir. Le sud-ouest ou le sud-est? Sud-ouest. Sud-ouest. Sud-ouest.